Welcome to the Scrum.org Community Podcast, a podcast from the home of Scrum. In this podcast, we feature professional Scrum trainers and other Scrum practitioners sharing their stories and experiences to help learn from the experience of others. This episode is a previous recording of our live Ask a Professional Scrum Trainer series, where a live audience asks questions of professional Scrum trainers. We hope you enjoy this episode. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau épisode de Ask a Professional Scrum Trainer en français de Scrum.org. J'ai le plaisir de faciliter cette session avec des super trainers, Romuald, Alex et Fanny. Avant de commencer, quelques petites indications qui vont vous être utiles pour la suite. En fait, vous avez les micros coupés pendant la durée de toute la session. Nous allons enregistrer cette session et la rendre disponible après, plus ou moins dans 24 heures. Posez vos questions à n'importe quel moment. Pour le faire, s'il vous plaît, utilisez les petits boutons Q&A, questions et réponses que vous trouvez en bas. N'utilisez pas le bouton chat, la messagerie, parce qu'on regarde uniquement le petit bouton Q&A. Voilà, et donc n'hésitez pas, vous pouvez déjà commencer à poser vos questions et Fanny, Alex et Romuald y répondront. Petite présentation de Scrum.org, Scrum.org quand même. Chez Scrum.org, nous avons pour mission d'aider les personnes et les équipes à résoudre des problèmes complexes. Nous le faisons à travers de la formation, à travers de l'apprentissage en continu. On vous accompagne là-dessus et avec les certifications qui ont pour seul but de prouver à vous-même que vous avez compris ce que vous avez vu en formation et dans votre apprentissage. Les fondateurs, vous le savez, de Scrum.org, vous le savez ou pas, c'est les co-créateurs de Scrum, Ken Schrober. Donc, c'est le fondateur et président de Scrum.org. Voilà pour ce qui est de la présentation de Scrum.org. Maintenant, je vais passer à la présentation de nos fantastiques trois formateurs Scrum.org. Et je vais commencer par Fanny, si tu veux bien te présenter. Yes, merci Fabio. Alors, je suis Fanny Dengue, je suis Professional Scrum Trainer, comme vous en doutez, et aussi Professional Kanban Trainer. J'ai un background IT, donc j'ai commencé en tant que testeuse, si on peut dire ça comme ça. Et très rapidement, je suis tombée dans l'agilité. Donc, j'ai décidé de rester là et j'ai lentement évolué de l'agilité à Scrum Master, à finalement coach agile et finalement accompagner des entreprises dans leur transformation agile avec mon entreprise Agitips. J'ai aussi une chaîne Agitips qui sert à vulgariser l'agilité et Scrum pour toutes les personnes qui démarrent et qui se disent mais de quoi il s'agit, comment est-ce que je peux mettre en place. Donc voilà, c'est un peu là et je suis là aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions avec tous mes autres collègues et partenaires qui vont se présenter à la suite. Merci. Super, merci Fanny. Et on va continuer avec Romuald. Je te laisse te présenter. Alors, bonjour à tous et ravi d'être des vôtres en ce jour. Donc, merci Fabio, merci Fanny. Alors, moi, je suis Romuald Carmenieux, donc PST, effectivement, Professional Scrum Trainer avec Scrum.org. J'ai un long parcours avec l'agilité. J'ai touché à pas mal d'approches et de cadres de travail, notamment Scrum et d'autres approches Scrum à l'échelle. Donc, j'ai démarré un petit peu comme Fanny dans l'IT. Je suis aussi titulaire d'un Master of Science de l'école indienne de Madras, donc pour ceux qui connaissent. Et en termes d'expérience, j'ai travaillé entre le Cameroun et la France. Quelques expériences avec des startups et notamment des grandes entreprises telles que la Société Générale à Paris La Défense. Donc voilà, depuis peu, je suis retourné à Douala parce que le cœur y est. Donc,
on essaye de faire partager aussi l'expérience, faire bénéficier aussi le continent de notre expertise qu'on a pu apprendre aussi, et voilà, et de co-créer ensemble toujours. Donc je suis assez disponible. Vous avez le site internet, si vous voulez rentrer en contact sur LinkedIn et autres réseaux sociaux, je serai disponible. Voilà, comme Fanny l'a si bien dit, nous serons ravis de vous aider à tirer profit de Scrum ou de l'agilité. Voilà, à tout à l'heure. Top, merci Romuald. Et Alex, c'est à toi. Merci Fabio. Alors, mon nom est Alex Pagliti. Je suis PST, PKT et coach agile, comme donc Fanny et mon camarade Romuald et Fabio aussi, qui est PST. Ravi d'être là pour répondre à vos questions. Quelques infos sur mon background. Donc, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je travaille dans les TI. J'ai commencé en télécom. J'ai évolué un peu dans le BI, dans tout ce qui est base de données, data warehouse et autres. Donc, développement un petit peu, bien sûr. Et depuis un peu plus d'une dizaine d'années, je focus sur tout ce qui est gestion de projet et gestion de produits, avec un focus sur Scrum, Kanban. Donc, je travaille également avec d'autres institutions, hein, pas juste Scrum.org. On est là pour parler Scrum.org, mais il m'arrive de travailler avec PMI, par exemple, ou avec SAFe, Scaled Agile et ProKanban. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait au sein de notre cabinet qui s'appelle Atypique Digital, n'hésitez pas à visiter notre site web ou à me contacter via LinkedIn. À toi, Fabio. Oui, c'est parfait. Bon, voilà, hyper rapidement, moi-même, c'est Fabio. Pareil, je suis avec un support de mes collègues. Je vais faire juste facilitateur. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus sur moi-même. Ce n'est pas vraiment très important. Par contre, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez déjà commencer à poser vos questions à propos de Scrum. Donc, n'hésitez pas. Parce que vos questions seront répondues par nos fantastiques 3 PST. Allons-y avec les questions. Bon, je vais faire un petit... donc, je vais arrêter le partage d'écran et je vais partir avec un petit échauffement. Et ça, c'est ma curiosité à moi. J'aimerais savoir, selon vous, selon votre ressenti, votre expérience, votre vécu, quel est l'état des Scrum en Afrique? Fanny, tu peux... Oui, tu peux. Je vais me lancer. Alors, de par mon expérience, les entreprises que j'ai vues travailler en Scrum, par exemple au Cameroun, c'était des startups. Donc, très souvent, c'était des startups ou des grandes multinationales qui parfois avaient avaient des branches à l'étranger, qui avaient appris l'existence de Scrum à l'extérieur et qui étaient en train d'amener le framework justement dans la zone. Donc, on avait comme je disais, deux types de profils. Les start-upers, ils doivent fail fast et donc ils vont très rapidement se lancer dans ce type d'environnement-là. Ça va un peu avec toute cette dynamique un peu jeune d'essayer, tester le marché, etc. Sinon, de très grandes entreprises telles qu'Orange qui existent à l'étranger et qui connaissent déjà la méthode et qui très doucement essayent de l'insuffler. Et je pense qu'un peu partout dans les entreprises que j'ai observées personnellement, l'IT prend. C'est-à-dire que pour toutes les équipes un peu de développement, ils commencent à en entendre parler, ils se demandent un peu ce que c'est, mais il y a quand même pas mal de soucis dans l'implémentation au vu des feedbacks que j'ai eus. Mais je laisse mes deux collègues donner leur point de vue sur ce qu'ils ont observé aussi sur le continent. Parfait, merci Fanny. Et qui veut... Bon, Alex, je veux que tu as... Ouais, pas de souci. Oui, enfin, je pense que Fanny a brossé un peu le sujet. Actuellement, sur le continent, je vois beaucoup d'utilisation de Scrum dans le monde des TI, principalement. Ailleurs, dans le monde, on ne l'arrête pas juste aux TI. Je pense ça peut être appliqué à différentes industries, différents domaines. Mais présentement, Scrum est beaucoup associé aux technologies de l'information sur le continent. Après, oui, les startups, définitivement, beaucoup de startups essayent de mettre en place Scrum. Certaines le font bien, d'autres moins bien. Les plus grandes entreprises, les multinationales, essayent également de faire du Scrum avec plus de difficultés à cause du scaling. Mettre en place Scrum dans plus qu'une équipe n'est pas toujours évident, avec tout ce que ça implique sur le système, sur la structure.
La culture également générale des pays africains ou la culture même de l'entreprise va venir aider ou pas la mise en place de Scrum. Donc, il y a un peu tous ces éléments-là qui entrent en compte quand on essaie de mettre en place du Scrum en Afrique présentement. Donc, ça commence bien et je suis ravi d'avoir des camarades PST qui nous aident à mettre en place un peu plus d'agilité, un peu plus de Scrum sur le continent. Mais il y a encore du travail à faire. Voilà. OK. Parfait. Merci, Alex. Romuald, quelle est ta vision, ton ressenti sur Scrum en Afrique? Oui, je dirais, je crois ils l'ont bien résumé. Après, l'Afrique a un petit délai sur la technologie. Parfois, on s'appuie sur l'expérience de boîtes multinationales et donc ils veulent insuffler ces approches au niveau en Afrique aussi. Après, il y a un grand travail d'éducation à faire, je pense. Donc voilà, il faut faire de la sensibilisation pas mal. Je pense qu'Alex en sait quelque chose. Il faut faire pas mal de sensibilisation aussi et offrir vraiment une offre de consulting. Je pense qu'il y a un besoin, voilà la question qui arrive aussi, je pense qu'il y a un besoin réel de supporter ceux qui veulent mener cette initiative-là. Voilà. Après, je crois qu'au fil du temps, c'est aussi pour ça que nous sommes là, on verra comment mettre sur pied voilà, des offres qui peuvent être intéressantes pour elles. Oui, sûrement. OK, merci beaucoup à tous les trois. Et donc, on va commencer avec les premières questions. On va retourner chez Fanny avec une question d'Ousmane, qui passe le bonjour, qui est certifié CAPM du PMI et il a des compétences en Scrum. Bon, il a raté de peu sa certification, je pense qu'il parle de une des certifications Scrum. Et en fait, Ousmane souhaite développer l'agilité avec Scrum au niveau des banques dans le cadre de son travail de consultant. Quels sont les avantages qu'il peut tirer de vos expériences différentes? Donc, en termes, j'imagine, de consulting, si vous l'avez fait dans les banques. Est-ce qu'il y a des outils, des templates, des conseils techniques que vous pouvez mettre à disposition d'Ousmane pour son objectif, quoi? Alors, merci Ousmane pour la question. J'ai travaillé en banque, mais je pense que c'était pour 8 mois. Ce que je peux dire sur la banque et Scrum en général, ou l'agilité aussi, c'est que c'est un environnement très réglementé où à certaines échelles, ça va aller très vite et à certains points, ça va être très difficile d'implémenter cette notion de tester ou d'avoir des produits qui touchent très rapidement le client. Donc, à la question, qu'est-ce que je peux mettre en place comme template ou comme outil? Je dirais que ça dépend du contexte, ça dépend de la problématique, ça dépend du type d'équipe. Je conseille toujours aux équipes qui se demandent comment est-ce que je vais commencer, qu'est-ce que je vais faire, de penser à la rétrospective. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de venir avec des solutions toutes faites et de les pousser aux équipes, ça ne fonctionne pas, mais de trouver une manière de collaborer ensemble et de trouver des outils qui peuvent fonctionner. Il y a bien évidemment la notion de faire des rétrospectives, s'assurer qu'on a nos stakeholders qui viennent au sprint review. Je trouve que les basiques sont de très bons moyens de commencer. Et un outil que j'aime très bien aussi, c'est le stakeholders mapping. Voilà. Qui sont vos stakeholders? À qui est-ce que vous devez répondre? Quelles sont leurs attentes? Ce sont des petits outils que je trouve agrémentés avec Scrum peuvent aider à démarrer dans cet environnement-là qui peut être complexe. Après, pour rentrer dans le détail, il faudrait connaître beaucoup plus d'informations que ce que cette séance peut nous permettre. OK, top. Merci Fanny. On va passer donc à la deuxième question pour Romuald. Et donc, une personne anonyme qui nous remercie pour l'initiative et elle demande ou il demande comment se lancer dans Scrum. Est-ce que un background en project management est nécessaire? Alors, merci pour la question. D'emblée, je dirais, pour faire court, il faut se lancer. Il ne faut pas nécessairement attendre un go. Voilà. Dans mon cas, ça a été
j'ai été séduit par l'approche, par les principes fondateurs de l'agilité et de Scrum aussi. Voilà. Donc, ça dépendra vraiment de l'adhésion. Est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que ça a du sens pour vous? Mais ne vous mettez pas de barrière, je dirais. Ce qu'il faut comme prérequis pour la Scrum. Donc, il y a pas mal de ressources qui existent, notamment sur scrum.org. Je crois scrum.org/resources. Je partagerai un lien dessus. N'hésitez pas à y aller. Alors, est-ce qu'il faut un background en project management? Alors, en suivant une formation PSM1, par exemple, vous verrez qu'il y a on met l'accent sur ce que c'est que de la gestion de projet et ce que c'est que la gestion de produit. Donc, c'est deux notions qui sont très bien différenciées et souvent venues du monde de la gestion de projet. Souvent, c'est difficile d'aborder l'agilité quand on vient de là. Donc, est-ce que c'est un bon background? À voir. Alors, de même, je ne dirais pas nécessairement non, parce que moi, j'ai fait ce parcours, je suis passé par le PMI avant d'arriver à l'agilité. Et ce que je peux dire avec assurance, c'est que j'ai beaucoup appris, notamment en préparant ma certification PMP à l'époque. Donc, il y a des outils du PMI du moins à l'époque, qui étaient très intéressants. Je pense qu'ils doivent encore l'être. Donc, pour moi, ce ne serait pas un prérequis nécessaire. Voilà. Je connais, on a Ryan Brooks, qui est PST aussi, donc formateur Scrum.org accrédité comme nous, qui était enseignant. Donc, voilà, en termes de parcours, je pense que ça reste assez ouvert. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà. Bien, merci Romuald. Alors, on va passer à Alex avec une question bien précise d'encore un anonyme ou une anonyme qui nous demande sur la definition of done de l'équipe. Actuellement, il y a un deployed in production. Et cette personne essaie de convaincre l'équipe qu'il faut renoncer à ces points. Notamment parce qu'il y a un incrément censé atteindre la definition of done avant d'être réalisé. OK, donc, mais aussi pour des estimations de notre vélocité. Bon. Est-ce que tu as des tips concernant la definition of done, ces problèmes particuliers? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une, enfin quelqu'un qui a déjà résolu ces points précis? Voilà, donc on profite de l'occasion pour poser cette question, definition of done et comment on gère cette problématique de deployed in production qui est de la DoD. Okay. Merci Fabio. Premièrement, je suis content que cette équipe-là ait une DoD. J'en ai trop vu des équipes qui n'ont pas de definition of done, première chose, donc félicitations. Ensuite, ce qu'il y a dans votre definition of done dépend de votre contexte. Je répète, ce qu'il y a dans votre definition of done ne sera pas la même chose d'une entreprise à l'autre, d'une industrie à l'autre. Si dans votre contexte, dans votre entreprise actuellement, il faut qu'il y ait deployed in production, si l'état done pour votre entreprise veut dire c'est déployé en production, it is what it is. Je veux dire, c'est très discutable. Je ne connais pas votre contexte, malheureusement. Après, qu'est-ce qu'il y a dans votre DoD? Je n'ai pas le détail, mais ce que vous devriez avoir, c'est vraiment tous les éléments pour pouvoir dire, je suis à l'aise de mettre cet incrément de produit-là dans les mains de mon utilisateur. Donc, c'est vraiment done parce que c'est utilisable, ça livre de la valeur à mon utilisateur. Alors, ceci étant dit, si vous, je ne sais pas quel rôle vous jouez, je suppose, je vais assumer que vous êtes Scrum Master. Si vous êtes Scrum Master et que votre équipe a ceci dedans, en passant, la DoD, ce n'est pas juste l'équipe Scrum qui la met en place. Il y a également l'organisation qui a un mot à dire sur cette DoD-là parce que vous avez peut-être des standards à respecter, des normes à respecter qui font que, il faut que je valide telle chose avant de pouvoir dire que c'est done. Donc, prenez tous ces éléments-là en compte dans votre DoD. Ce n'est pas juste une simple checklist pour dire, OK, on a fait ci et ci, mais ça va plus loin que ça. Ça va dans le cas de la valeur livrée par votre incrément en question. Je vais m'assurer de répondre à la question un peu plus en détail. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que je n'ai pas couvert encore? Non, c'est juste que là, il dit qu'il y a une incohérence parce qu'on dit deployed in production, mais en fait, on doit atteindre la definition of done avant d'être allé in production. Donc, Oui, tout à fait. C'est vrai que ça fait assez bizarre de voir qu'on déploie avant d'être done. Ça fait un peu bizarre, mais il faut qu'il y ait une discussion effectivement entre le rôle du Scrum Master, ça va être aussi d'être un teacher dans ce cas-là. Donc, de prendre le temps calmement, pas de forcer les choses à ce niveau-là, mais de les aider à comprendre pourquoi il ou elle pense qu'il faut que ce soit d'abord done avant d'être déployé en production. Donc, ce que je recommanderais pour l'instant. Si mes camarades veulent rajouter autre chose, feel free. Je n'ai pas toute la science infuse, mais
je suis ouvert à avoir de l'input aussi des autres. Je pense que ce serait valable également. Fanny, Romuald, bring it. All good de mon côté, je valide. OK. Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. J'ai fait de mon mieux pour répondre à celle-ci pour l'instant. Voilà, Cool. Fabio. Super, merci Alex, c'est super clair. Maintenant, une question de Leslie pour Fanny. Quels sont les conseils que tu peux donner à quelqu'un qui veut s'élancer dans Scrum? Alors, superbe question. C'est une question qui revient pas mal parce qu'il y a pas mal de personnes qui, soit avec un background IT ou sans background IT, qui se demandent en fait, est-ce que je dois, comme la question qu'on a eue, avoir du project management comme bagage? Moi, je dirais que il n'y a pas de prérequis fort pour se lancer. Par contre, il faut être informé et éduqué. Donc, je conseille toujours de, trouver des ressources fiables. La première chose que je dis souvent, c'est si vous voulez apprendre sur Scrum, allez sur scrum.org. Ça ne sert à rien d'aller sur les blogs d'autres personnes ou aller sur des blogs des PST. Vous êtes sûr de la qualité de l'information, vous êtes sûr que c'est de l'information update et vous avez une meilleure compréhension de ce qu'est Scrum. Donc, si vous vous lancez dans Scrum, la première chose que je vais vous dire, c'est documentez-vous, mais surtout documentez-vous auprès des ressources fiables. OK? Scrum.org, par exemple. Ce n'est pas les seuls d'ailleurs, mais c'est une bonne base, je trouve. La deuxième chose que je vais dire, c'est n'hésitez pas à vous créer un réseau d'agilistes. Trouvez des Scrum Masters dans votre région, trouvez des meet-ups de Scrum Masters, contactez même des PST. Vous allez vous rendre compte parce que quand moi je débutais, je suis partie avec mes petites pattes écrire à des PST pour dire « Ah, c'est super, voilà, je suis en train d'apprendre sur Scrum. » Et ils m'ont donné des ressources, dire que « Ah, regarde ici » ou voici ce que je pense qu'il faudra avoir comme information. Donc, se créer un réseau d'agilistes et de Scrum Master est aussi un très bon moment pour commencer. Et je dis toujours aussi que vous pouvez commencer d'où vous êtes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un job de Scrum Master pour commencer à faire du Scrum. Vous pouvez commencer à instaurer la notion de qui est notre client. Est-ce que c'est compréhensible? Qui est-ce que je sers aujourd'hui? Comment est-ce que je change la manière dont je travaille pour être en accord avec les valeurs Scrum? Puisque ça commence où vous êtes. On a bien précisé que ce n'est pas forcément pour un domaine particulier, ça commence par un produit. Donc, savoir quel est votre produit, essayer d'implémenter où vous êtes, ça va vous donner assez de billes et d'expérience pour pouvoir finalement, lorsque vous aurez acquis des certifications, parce que je trouve que c'est super bien les certifications. Oui, je parle pour ma boîte, mais je pense clairement que rencontrer d'autres personnes du même environnement qui vont partager leur expérience est super important. En dehors du fait que vous allez apprendre dessus, vous allez rencontrer aussi d'autres profils, créer des liens. Et ça va vous aider finalement à vous lancer dans un environnement où vous pouvez un peu avoir des réticences ou avoir peur. Donc, avec ces éléments-là, je pense que vous pouvez être bien armé pour vous lancer dans l'environnement. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est ce que je conseillerais. Merci beaucoup, Fanny. Très bien, on continue sur la prochaine. Pour Romuald, Romuald, le sprint planning, je te laisserai voir un peu, mais alors, le sprint planning se fait en 2 phases. Il dit un anonyme dans cette question. Donc, on fait le sprint planning en 2 phases. Et lors de la 2e phase, le product owner n'est pas tenu d'assister. Un peu plus d'explications sur ça, s'il vous plaît. OK, merci pour la question. J'ai partagé un lien dans le chat aussi qui peut être utile. Comme Fanny le disait tantôt, je crois qu'on a la réponse. Voilà, si on écoute Fanny, comme quoi lorsqu'on écoute un PST, il y a du bon. Donc, effectivement, en suivant le lien, on se rend compte que le Scrum Guide, donc il y a une référence de Scrum et voilà, au moins ce qui est le minimum à comprendre ce Scrum, parle bien de 3 topics. Donc, voilà.
Et le premier, voilà, si je le résume, mais jamais le lien, vous pouvez le suivre le lien aussi. Donc, le premier sujet, ce serait à discuter durant le sprint planning, puisque finalement, l'idée, c'est d'identifier le goal, le but du sprint et de voir qu'est-ce qu'on peut raisonnablement faire durant le sprint. Et donc, d'avoir une sorte d'agreement autour de ça, une sorte d'entente, de commitment, d'engagement sur cet objectif-là. Donc, le premier sujet à traiter, c'est pourquoi ou en quoi est-ce que ce sprint est valuable, apporte de la valeur, voilà, pour l'équipe, pour les parties prenantes et ainsi de suite. Et dans le second topic, on essaie de voir qu'est-ce qui peut être fait dans le sprint, c'est-à-dire on sait ce qui peut rendre le sprint valable, utile, mais qu'est-ce qu'on peut raisonnablement faire? Et dans le troisième sujet, on essaie de voir voilà, comment est-ce que les éléments qu'on prend pour réaliser afin d'atteindre notre but de sprint peuvent justement être réalisés. Donc voilà. Donc il y a 3 sujets et peut-être pas 2. Si par étape tu voulais parler de sujet, je crois qu'il y en a 3 finalement. Et dans le guide Scrum, à aucun moment il n'est dit que le product owner ne devait pas participer à la deuxième étape. Donc, au contraire, sa présence permet justement de rassurer l'équipe, d'apporter cette clarification qui sont souvent nécessaires. Parce que ce qui va se passer souvent, généralement, en sprint planning, c'est que on va discuter avec le product owner, les développeurs, le scrum master, ainsi de suite. Il y a donc un échange permanent. Donc, la présence du product owner peut s'avérer très utile. Voilà. Si on essaie de prendre un exemple, si on se dit que durant un sprint, l'objectif, c'est de livrer une application pour un smartphone, hein, on va dire peut-être une montre connectée ou voilà. On va essayer de définir qu'est-ce qui peut être utile à développer pour avoir une montre fonctionnelle, voilà, en termes d'application. Et vous voyez que globalement, c'est de livrer peut-être voilà, une montre connectée. Ça peut être par exemple avoir, voilà, on va dire quoi, peut-être le rythme cardiaque. Mais peut-être que ça demande d'implémenter beaucoup de sujets, ce qu'on va appeler peut-être beaucoup de product backlog items. Et donc, dans la deuxième phase, il peut être nécessaire pour les développeurs d'échanger avec le product owner pour dire, bon, est-ce que tu peux bien nous expliquer ceci? Est-ce que finalement, on ne peut pas ne pas faire tout ceci, ainsi de suite. Donc, de mon point de vue, pour répondre, pour résumer, il y aurait 3 sujets et la présence du product owner serait plutôt utile à ces différentes phases. Voilà, donc peut-être Fanny ou Alex, vous avez des compléments à apporter là-dessus. J'allais dire que quand je travaillais chez Orange, on avait l'habitude de diviser le sprint planning en 2 parties. Alors, je ne dis pas que c'était une bonne pratique. C'était une pratique là-bas. On avait la première partie où le product owner expliquait un peu qu'est-ce qu'il pouvait apporter de la valeur, comment est-ce qu'il expliquait un peu comment le product backlog avait été priorisé. Et pendant la deuxième partie, les développeurs allaient à fond sur le détail, c'est-à-dire rentrer dans le code pendant un certain nombre de temps pour en fait challenger un peu ce qu'ils allaient mettre dans le sprint backlog. Voilà. Et ensuite, il y avait une 3e phase où on revenait encore tous ensemble pour dire, bon, le sprint goal, c'est ça, le sprint backlog, ça va être ça au vu de ce sprint-là. Est-ce qu'on est tous d'accord? Mais c'est vrai que de mon expérience, que ce soit l'une des 2 parties, il n'y avait pas vraiment besoin à ce que le product owner soit pas là. Et parfois, ils avaient même des questions pour le product owner. Donc, je rejoins Romuald en disant que pour toutes ces phases-là, le product owner peut être un allié super important pour toute analyse sur qu'est-ce qu'on va faire qui va apporter la valeur à notre client à la fin du sprint. Je pense que là la question touche un mythe lié au sprint planning. Dans le guide le plus récent, le 2020, c'est vraiment 3 topics. C'est vraiment les 3, comme ont mentionné Fanny et Romuald. Donc, le product owner a un rôle clé à jouer durant le sprint planning. Déjà, beaucoup d'équipes Scrum ne vont pas avoir de sprint goal, ne vont pas avoir d'objectif de sprint. Donc, amener cet objectif de sprint-là va être essentiel, un rôle essentiel du product owner. De voir qu'il n'est pas tenu d'assister à la dernière partie ou à la deuxième phase, comme il l'appelle ici, c'est un mythe. Il a un rôle clé à jouer, ce product owner-là, durant le sprint planning. Donc, ne le rendez pas optionnel, s'il vous plaît. Essayez de l'impliquer, assurez-vous qu'il comprend ce qui va être fait. Après, dans le comment, s'il y a des détails techniques, c'est discutable, mais si on y va by the book, le product owner est tenu d'être là durant tout le sprint planning.
Super, merci à tous les trois. Donc, je pense qu'on a aussi répondu à la demande qui suivait, qui disait, ben, du coup, les règles du Scrum Guide ne sont pas respectées si le product owner n'est pas à la deuxième partie. Donc, je pense que la réponse est oui. Voilà. Absolument, absolument. Mais bon, est-ce que le problème, ce n'est pas suivre les règles du Scrum Guide ou c'est autre chose? Ça, c'est la question. C'est la question suivante. Il faudrait voir. Mais ouais. Ok, cool. Donc, on était pour Alex, donc maintenant. Alex, on va Ousmane qui a une autre question suite à ce qu'il disait Fanny sur la rétrospective. Tu te souviens, il conseille dans la banque, il veut mettre Scrum, etc. Et Ousmane, là, il dit, bon, laissons de côté la rétrospective et ce qu'il nous a enseigné sur la rétrospective. Mais concrètement, comment on procède? Et de façon simple, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Attends. Déjà, il faudrait qu'on se rafraîchisse la mémoire un peu sur la question initiale. Elle est dans Oui. Answered. Oui, je suis en train de voir dans Answered actuellement, Voilà. tout à fait. Donc, les avantages à tirer, outils template de conseil. Donc, première chose, Ousmane, je dirais qu'il faut faire attention à ne pas aller se concentrer juste dans la mécanique liée à Scrum. Okay? Scrum, ce n'est pas juste des process, des outils, ce n'est pas juste du doing. Il y a un mindset qui vient avec. D'accord? On fait différentes choses dans le Scrum Framework dans des intentions, dans un but particulier. On fait un sprint planning dans un but particulier, on fait le daily dans un but bien précis, etc. Je comprends la question suivante de Ousmane. Une petite histoire qui me vient en tête. Dans le milieu bancaire, j'ai eu à être Scrum Master et Product Owner dans le milieu bancaire. Par exemple, le Product Owner aura un rôle clé à jouer dans la définition de ce que c'est que le produit, par exemple. C'est quoi un produit dans le milieu bancaire? Ça peut être, je ne sais pas moi, un nouveau produit d'hypothèque, un nouveau logiciel pour aider le client à accéder à ses comptes bancaires. Je ne sais pas. Donc, première chose, identifier le produit, qu'est-ce qu'il est. Une fois que vous avez le produit, si vous êtes Product Owner, travaillez avec votre équipe pour monter déjà un backlog. Donc, c'est des petites étapes comme ça qui peuvent aider à démarrer concrètement en Scrum. Si je reviens sur la question, donc la question avantage-expérience, outils, template, technique. Donc, une histoire qui me vient en tête, c'est je travaille avec une de mes parties prenantes qui avait une idée, qui était un VP dans une autre banque et qui est venu dans la banque dans laquelle je travaillais. Et il me dit, ah, écoute, j'ai une excellente idée, j'ai une idée de produit, je veux que ça soit lancé, c'est un nouveau produit bancaire, on va mettre sur le site web. Je dis, OK, combien tu veux investir là-dessus? Il me dit, ah, je suis prêt à mettre $800 000. Ouais. Comment tu sais que ça va marcher, monsieur le VP? Ah, je suis sûr que ça va marcher, tout va bien aller, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà fait ailleurs, ça va marcher ici. Et là, j'ai dit, OK, ben, est-ce que tu es ouvert à prendre une partie de ce $800 000 pour l'investir et valider ce que tu penses être une bonne idée? Il me dit, OK, fine. Donc, je dis, donne-moi juste $20 000, on va se retourner avec l'équipe, on va faire une expérimentation, on va voir ce que ça donne. Et lorsqu'on a fait l'expérimentation, c'était la suivante, on est allé sur le site web, on a rajouté juste un lien, nouveau produit ABC, cliquez dessus pour en savoir plus, en expliquant rapidement ce que c'est que le produit. Et après 2 mois de test, il n'y avait que 5 personnes qui ont cliqué sur le lien sur 20 000 visiteurs. Vous voyez qu'il n'y a pas d'intérêt là. Et donc, avec cette donnée-là, on a pu inspecter et valider l'idée de produit. Avec cette donnée-là, je peux maintenant, en tant que product owner, retourner vers ma partie prenante, mon VP, pour dire, hey, mon idée, voici ce que le marché en pense. Donc, c'est juste un exemple pour vous dire qu'en agilité, on ne veut pas se baser sur juste des choses qu'on assume ou des hypothèses. On peut aussi valider les idées de produit. Donc, posez-vous la question, c'est quoi le produit? Et voyez comment Scrum peut vous aider à lancer le produit. J'espère que j'ai donné quelques éléments supplémentaires. La rétro, c'est une chose, mais juste peut-être commencer à utiliser un produit dans le milieu bancaire ou dans une autre industrie, c'est déjà identifier le produit et voir quelle valeur le produit peut livrer. Voilà, Ousmane, ce que je peux faire. Okay. Merci, merci Alex. Maintenant, il y a une question pour Fanny de Annick. Annick, qui est certifiée PSM1 et PSPO1. Elle est en reconversion professionnelle et avant contrôleur de gestion. Elle dit pratiquement toutes les offres d'emploi sur Scrum concernent le monde informatique, quasiment la plupart, quoi. Et en fait, elle ne veut pas s'enfermer là-dedans, dans ce monde informatique, et donc elle a besoin d'un conseil. Est-ce que
faut commencer par une première mission de type informatique pour pratiquer, ou alors quelle application de l'agilité existe dans un projet non informatique. Ok, alors il y a, je crois que c'est ce qu'on essayait de dire un peu au début, Scrum existe bien évidemment en dehors de l'IT. De par son origine, on le retrouve énormément dans cet endroit-là. Et les autres espaces commencent tout juste à comprendre qu'ils peuvent en fait utiliser Scrum pour créer leurs produits. Donc, ce qui va expliquer un peu sur le fait que sur le marché, 80% finalement des rôles vont se retrouver dans cet environnement-là. Est-ce que ça signifie que si on commence en tant que Scrum Master ou n'importe quelle accountabilities de Scrum en IT, on va rester dans ce domaine? Je dirais non. Personnellement, aujourd'hui, je suis dans le monde des ports et terminaux. Voilà, donc moi, je suis en train d'ouvrir des sociétés de freight forwarding partout dans le monde. Donc, ce sont mes produits. Donc, et bien évidemment, j'ai commencé en IT. Donc, non, commencer en IT ne va pas vous forcer à rester dans le domaine. Je dirais même que la majorité de tous ceux qui travaillent dans les autres domaines ont touché à un moment ou un autre, tous ceux qui ont à peu près 10 ou 15 ans d'expérience ont forcément été dans la zone IT parce que c'était là où il y avait de la demande. Donc, il n'y aura pas de préjudice à avoir été dans un environnement IT au départ. Est-ce qu'il faut commencer par là ou pas? Non, je ne pense pas que la première mission doit être en IT. Je pense personnellement, et je vais laisser mes autres collègues discuter là-dessus, qu'il faut une expérience. Voilà. IT, non-IT, il faut une expérience pour travailler et pour appliquer finalement Scrum. Mais non, pas forcément dans le domaine de l'IT. J'ai eu pas mal de personnes qui aujourd'hui ont commencé dans l'IT et qui sont absolument plus du tout dans l'IT. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les parties de la question. Si, globalement, il me semble. Oui. Merci pour Annick, Fanny. Alex, si tu voulais ajouter quelque chose? Oui, rapidement. En fait, j'allais juste dire que d'avoir un background qui est non IT, ça peut être un plus. C'est peut-être un avantage parce que vous amenez une expérience, une richesse de plus à l'équipe, une perspective différente qui est très recherchée en entreprise. Donc, tout dépend de comment vous vous présentez en entrevue quand vous allez appliquer sur un poste de Scrum Master. Même si c'est une entreprise qui est TI purement, avoir un background en marketing ou, je ne sais pas moi, dans un autre secteur, un autre domaine, ça peut être vu comme un plus quand vous arrivez sur un poste de Scrum Master. D'un autre côté aussi, si vous avez été Scrum Master, vous avez un background de développeur, d'informaticien, ça peut venir vous poser des petits soucis. Parce que j'en ai vu des Scrum Masters qui ont tendance à challenger leur équipe parce qu'ils en savent plus que leurs développeurs, ils ont plus d'expérience que les développeurs, donc ça a tendance à freiner l'équipe. Donc, il faut faire attention un peu à cela. Donc, je vous dirais, Annick, vous avez un avantage, je pense. Présentez-vous avec ces compétences complémentaires-là et voyez comment ça peut peut-être vous aider à décrocher un premier poste de Scrum Master ou de Product Owner. C'est tout. Top. Merci beaucoup, Alex. OK. Valérie, maintenant, qui nous pose une autre question. Romuald. Alors, je vous remercie pour le temps qu'on passe ensemble. Je pense que c'est un plaisir pour nous tous. Alors, Valérie, qui a fait l'examen PSM2, elle a eu des difficultés avec les questions qui concernent le budgeting and financial forecasting. Comment elle pourrait s'améliorer et améliorer surtout ses connaissances sur ces sujets-là pour mieux préparer la certification? Est-ce qu'il y a des livres ou des sites web que tu peux conseiller, Romuald, pour Valérie? Okay. Juste me rendre je crois qu'il y avait une question de Marwen Assem, je crois, sur le monde de génie civil, un truc comme ça, ingénieur structure. Après, peut-être on regardera. OK. Mais, donc, alors, sur le budgeting et financing, une chose qu'on peut faire déjà, c'est, vous voyez sur scrum.org, vous allez sur le menu ressources, donc en anglais, avec un seul S, scrum.org/resources, il y a des learning paths, donc ce qui peut permettre notamment d'avoir des révisions ciblées
Donc voilà, ce qui va être budgeting et forecasting, il y a la possibilité de lire des articles vraiment qui vont traiter ce domaine-là. Voilà. Mais globalement, je crois que on est en agilité. Ce qu'on recherche, c'est d'aider les personnes à comprendre que voilà, une estimation, ça reste une estimation. Je vais introduire trois notions. Il y a ce qu'on appelle l'estimation, c'est-à-dire ce qu'on pense que c'est et qui peut être discutable ou non, mais c'est une estimation qui est différente de ce qui peut être le target, peut être le désir du client, qui peut finalement être différent du commitment, l'engagement de OK, estimation, pour réaliser ce truc, ça va nous prendre 1 mois. Target, le client il le veut pour 2 semaines parce que dans 2 semaines, c'est Noël. Commitment, qu'est-ce qu'on livre dans 2 semaines? Donc, c'est 3 notions essentielles. Et voilà. Donc, il faut se dire, OK, d'un point de vue agile, comment est-ce qu'on approche ça? Est-ce qu'on comprend que lorsqu'on donne une estimation, lorsqu'on fait des prévisions, ça reste comme de la météo finalement et que c'est juste un forecast et qu'il faut une fenêtre, voilà, plus ou moins il fera entre 10 et 15 degrés, mais on n'est pas sûr qu'il fera 12 degrés et demi. Donc, je crois que j'approcherai l'examen avec cet état d'esprit-là. Après, je crois que les learning paths peuvent être assez utiles. Juste, je demande à Fabio si les liens que je partage sont visibles pour tous les spectateurs ou pas. Dans le insert, Dans le chat, là, est-ce que... Dans le chat, oui. Oui, d'accord. Oui. Donc, n'hésitez pas, je recollerai le lien vers le learning path, mais je crois qu'il y a déjà un lien là. C'est assez utile. À l'époque, je m'en étais servi, donc vraiment, je l'ai mis pour Ousmane au début, mais voilà, il peut être utile encore. Ok, cool. Super. Après, merci Romuald. enfin, il y a aussi des ressources qui peuvent être utiles, notamment des documents tels que celui sur le Product Ownership ou le Scrum Master, que vous verrez aussi par exemple sur scrum.org, voilà, ou d'autres ressources. Mais vraiment, ayant en tête cet état d'esprit agile, voilà, on ne sait pas et on va inspecter et adapter au fur et à mesure. Merci. Super, merci Romuald. Et tu avais dit qu'il y avait une autre question, mais je ne l'ai pas vue. Elle a disparu, je pense. Je crois qu'il y avait une question de Marwan qui demandait, qui disait qu'il est dans le monde de ingénierie structure. Okay. Il se demandait comment faire. Il veut se reconvertir en tant que Scrum Master. Donc, je me rappelle un petit peu de la question. Moi, ce que je dirais, j'ai un ami qui est ingénieur génie civil aussi, voilà, qui depuis quelques années est pas mal intéressé. Et ce qu'on a fait ensemble, c'est de discuter de comment est-ce qu'il pouvait amener l'agilité dans son domaine, dans sa discipline. Donc, alors, certes, il y a beaucoup d'offres d'emploi en tant que Scrum Master dans l'informatique parce que originellement, ça vient un petit peu de là, mais ce que Scrum pousse et l'agilité globalement, c'est quoi? C'est de la transparence, de l'inspection, de l'adaptation, valoriser le produit, le travail, intégrer le feedback des utilisateurs, travailler sur la satisfaction client. Et en y regardant de plus clair, ce sont des notions qui s'appliquent à tout produit. Donc, la question, c'est challengeante, mais ce serait comment est-ce que je peux amener ces 4 valeurs dans mon domaine d'activité? Comment est-ce que, en tant qu'ingénieur structure, je peux aujourd'hui proposer une nouvelle façon de travailler, comme c'est un cadre de travail qui permet à mes clients, à mon entreprise, de développer plus de valeur, de satisfaire davantage les clients, de raccourcir les cycles de feedback, de point de vue client pour mieux intégrer ou intégrer rapidement leurs avis afin de davantage les satisfaire. Et pour terminer, il y a le programme immersif de Scrum.org, je partagerai encore le lien, qui finalement est une formation sur 8 semaines, qui va vous permettre de ne pas faire juste une formation de 30 heures ou de 24 heures qui apparemment ne vous convient pas trop. Donc, vous pourrez, en suivant cette formation-là, appliquer Scrum en apprenant Scrum dans votre environnement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter ou essayer de suivre une formation de ce genre. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Marwan Nassem. Je pense que quand on répond à la question, même par message, elle disparaît du... Donc, même si on n'a pas répondu en audio, on répond par message, elle disparaît de la liste des questions. Oui. Okay. Du coup, ok, cool. Super, merci Romuald. On va passer du coup à Alex avec une question d'un anonyme ou une anonyme qui demande s'il y a des astuces parce qu'il y a un product owner surchargé dans une équipe Scrum avec plusieurs casquettes et en fait, elle ne peut pas tenir propre le product backlog. Donc, Alex, est-ce que tu as des astuces ou des conseils pour ces cas de figure?
Alors, c'est drôle parce que j'ai été dans cette situation-là il n'y a pas si longtemps. Première chose, si cette personne qui pose la question est Scrum Master de l'équipe, je dirais un mot-clé, c'est l'empathie. Une personne surchargée comme un product owner, c'est pas forcément quelqu'un qui veut pas faire son travail, c'est peut-être quelqu'un qui en a juste trop à gérer. Et toi, en tant que Scrum Master, tu as un rôle clé à jouer. Tu devrais être au service justement de ton product owner. Le product owner peut déléguer une partie de son travail à des gens de son équipe Scrum. Donc, tu devrais te rappeler de ça si tu es le Scrum Master. Euh, peut-être que ce Scrum Master-là, peut-être que ce product owner-là n'arrive pas à demander de l'aide, tout simplement. Il en a juste trop. Donc, des astuces, je dirais, assis-toi avec ton product owner, si tu es le Scrum Master ou si tu es un membre de l'équipe, et essaye de voir comment vous pouvez aider et supporter votre product owner. Autre chose, je pense que le Scrum Master peut aussi voir avec le management s'il y a des options. Peut-être qu'il y a une autre personne qui serait plus habilitée ou qui aurait un peu plus de capacité pour jouer ce rôle-là. Je ne sais pas. Là, je donne juste des options que vous pourriez explorer, mais un product owner qui est surchargé en général, ça montre qu'il y a des choses à explorer au niveau de sa charge de travail, au niveau du rôle qu'il joue. Peut-être qu'il a besoin de coaching, de formation, etc. Est-ce qu'il a les bons outils? Est-ce qu'il ou elle a les bons outils pour jouer son rôle de product owner? Donc, c'est un peu toutes ces questions-là qui me viennent en tête, je te dirais. Donc, Fanny, tu veux rajouter autre chose? Vas-y. Yes. Je crois qu'il y avait vraiment, lorsqu'on regarde souvent les accountabilities du moins les responsabilités de tous les accountabilities, on a l'impression que ça ne peut être fait que par eux. Donc, il ne faut pas oublier que je suis responsable ne veut pas dire que je suis la seule personne qui fait ou que je dois être la personne qui fait. Ce sont mes responsabilités, mais j'ai le droit de déléguer certaines des parties aux personnes qui auront peut-être le temps. Donc, il y a aussi cet axe de réflexion-là à ouvrir. Je suis surchargée, d'accord. Comment est-ce que je règle ce problème-là? Est-ce que je ne prends pas tout sur moi? Est-ce qu'il n'y a pas ce misconception que je dois tout faire? Et aussi, hein, que je trouve toujours très drôle, c'est que bien souvent, ça vient aussi avec la notion de priorisation. C'est-à-dire qu'on n'aime pas prioriser. Tout est prioritaire. Donc, ça nous crée des product owners sous l'eau. Donc, revoir aussi à ce niveau-là, est-ce qu'il est surchargé parce que tout est vraiment urgent. Et si tout est urgent, je dis souvent que rien n'est urgent. Alors, donc, voilà. Oui. Romuald, oui, tu voulais. Oui, ça me fait penser à la notion de décisionnaire du product owner. Aussi, est-ce qu'il est capable de dire, OK, ça, on le fait, ça, on le fait pas, ça, on le fera plus tard. C'est très essentiel, on le voit dans la formation PSPO. Et on a vécu un petit peu la situation. On a eu, une fois, dans une banque dans laquelle je travaillais, on a eu un nouveau PO qui était expérimenté et qui prenait véritablement ses responsabilités et qui était à même de dire au manager, voire N+2, ça, on le fera pas, on le fera plus tard. Donc, voilà. Est-ce que le product owner comprend aussi que c'est lui qui prend la décision, qu'il peut le faire? Et est-ce qu'il joue vraiment son rôle ou est-ce qu'on peut l'accompagner là-dessus? Super, merci à tous les trois. Alors, on va continuer sur encore un anonyme, mais je vais passer cette question parce qu'elle n'est pas complète. Du moins, je ne la comprends pas, donc je sauterai la question. Si l'anonyme qui l'a posée, s'il veut compléter la question, avec plaisir. Alors, donc, Romuald, quelqu'un a validé sa PSM1 aujourd'hui. Félicitations. Et en fait, cette personne, elle souhaite savoir quelles sont les ressources à exploiter pour mieux préparer les passages de la PSM2. PSM1 validé. Youpi! Ouais, yes, Voilà. exact. Alors, PSM2, autrement dit, Professional Scrum Master Advance. Donc, on est dans un niveau avancé. Là, l'expérience devient plutôt nécessaire vis-à-vis de la PSM1. Donc, la question, c'est déjà avoir cette expérience, travailler en tant que Scrum Master, faites-vous de l'expérience. Souvent, on fait PSM1, PSM2 sans avoir assez d'expérience entre les deux certifs. Je me rappelle à l'époque, pour faire les certifications Linux, il fallait faire un certif niveau 1, faire au moins 6 mois, voire une année avant de revenir composer. C'était vraiment un prérequis.
Donc, je vous encourage à vraiment gagner un petit peu d'expertise dessus. Pour le coup, vous allez beaucoup apprendre en rencontrant d'autres Scrum Masters, vraiment. Et ça va vraiment vous donner des notions qui sont vues lors de l'examen PSM2, puisque la PSM1, pour rappel, on a beaucoup de QCM. On a souvent des questions courtes et c'est souvent des questions axées théorie, fondements de Scrum, voilà, les principes lean thinking, empirisme. Dans la PSM2, vous aurez beaucoup de cas pratiques. Donc, je vous encourage vraiment à essayer d'avoir de l'expérience. Il y a beaucoup de ressources sur Internet. Scrum.org est peut-être en anglais, mais il y a pas mal de ressources aussi qui sont francophones. Et de temps en temps, le PST essaie d'écrire là-dessus aussi, parce que la PSM2, ça va vraiment être des cas pratiques. Donc, voilà, c'est vraiment frotter-vous à des sujets qui sont plus liés à la théorie uniquement. Donc voilà, je laisse aussi les copanélistes donner les tips. Voilà. Ok, De mon merci. côté, pas plus de tips. Si je peux rajouter rapidement, pensez peut-être à suivre la formation PSM2. Je vois beaucoup de gens qui vont directement à l'examen. Il y a des formations pour ça. C'est un investissement, mais c'est un investissement qui est payant parce qu'on vous apprend plein de tips and tricks justement durant la formation et on vous aide justement à démarrer ce cheminement en tant que Scrum Master avancé. Et je suis content que Romuald ait mentionné l'importance d'avoir de l'expérience si vous allez au niveau 2. Je vois trop de gens qui enchaînent les certifications juste pour avoir le maximum de badges. Essayons d'éviter ça. Si vous voulez vraiment vos badges, fine, mais associez aussi ces badges-là à de l'expérience terrain. Ça aura beaucoup plus de valeur, je pense. Donc, hey, il y a des formations. Rappelez-vous de ça. N'hésitez pas à voir mes fellow PSTs, Romuald, Fanny, si vous voulez suivre des formations Scrum. Voilà. Et toi aussi, Alex. Oui, aussi. Évidemment. Bien sûr. Ok, merci. Alors, justement, Alex, il y a un PO qui ne veut pas assister aux rétrospectives car il pense que les devs ne seront pas complètement transparents, si le product owner est là. Comment convaincre le product owner que sa présence est importante dans la rétrospective? Alors, il y a toujours ce mythe-là, il y a toujours... on voit quelque chose, on lit des choses dans le guide Scrum, mais dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, dans le travail, on observe d'autres comportements et d'autres façons de travailler. Le Product Owner fait partie de l'équipe Scrum et devrait être là durant la rétro. Ça, le guide Scrum, c'est ce qu'il dit. Maintenant, dans la vraie vie, ce qu'on va se dire, c'est que certains PO ont des positions de manager ou des positions d'autorité. Dans ces cas-là, ils peuvent être perçus comme une position pour une personne d'autorité qui pourrait intimider peut-être les développeurs ou mettre les développeurs dans une situation où ils ne sont pas à l'aise de parler ouvertement. Il faut voir ces cas de figure-là. Alors, je peux comprendre que ce genre de choses-là arrivent, mais là, encore une fois, le Scrum Master aura un rôle à jouer, peut-être s'asseoir avec son Product Owner pour dire, hey, Product Owner, tu devrais être là. Tu n'es pas optionnel à la rétrospective. Tu devrais être là parce que tu as un mot à dire aussi sur les améliorations qu'on peut apporter à notre façon de travailler. Sur comment est-ce qu'on peut être plus efficace parce que ça aura un impact sur ton produit, sur notre produit. Donc, de ne pas voir l'utilité qu'il a à jouer durant la rétro. La rétro n'est pas un Scrum Event qui est optionnel. C'est un des 5 Scrum Events qui est très important. Donc, comment puis-je le convaincre que sa présence est importante? Assieds-toi avec ton Product Owner, si tu es le Scrum Master, et trouver un moyen, je dirais, d'avoir une discussion ouverte avec l'équipe, tout simplement. Clarifier vraiment le rôle que le Product Owner va jouer dans la rétro. Il joue le rôle d'un membre de l'équipe à part entière, pas de la police qui est là pour dire « Ok, toi, tu as dit ça durant la rétro, tu vas voir après la rétro, je te règle ton compte. » C'est pas ça le but. C'est plutôt de dire « Ok, j'ai des choses que j'aimerais voir changer et s'améliorer. Voilà ce que j'en pense. » Et ça doit être un terrain vraiment neutre durant la rétro. Donc, voilà ce que je voulais dire là-dessus. Super, merci Alex. On va passer à, je pense, Inès. J'espère ne pas me tromper, mais je pense que le prénom, c'est Inès. En fait, comment faire, Fanny, comment faire à faire de l'expérience quand on sort de l'école, on débute dans les Scrum
on n'a aucune expérience et en fait, on a juste la certification et la formation. Qu'est-ce que tu peux suggérer? Alors, je suggère parfois de prendre des mini-projets. C'est une très, très bonne question. Ça arrive. On peut être son propre client. C'est-à-dire que vous pouvez être en train de développer un produit pour vous-même. Ça peut être un blog que vous avez décidé de lancer. Ça peut être quelque chose dans votre environnement de vie quotidienne qui est un produit sur lequel vous travaillez. Et ce produit-là, vous essayez de le faire de manière agile. Et c'est quelque chose que vous pourrez revendre en entretien. Vous pourrez très bien dire, tel produit, j'ai travaillé avec tel stakeholders, il y avait tel deadline, voici comment j'ai continué à faire de l'inspection et de l'adaptation sur ces produits-là, sur ces événements-là. Un autre point, c'est pour ça aussi que je conseille pas mal d'aller dans des meet-ups. Vous allez rencontrer des personnes qui ont parfois des besoins. Vous entrez dans une association, il y a un besoin particulier, et ben là, tout simplement, vous allez avoir de la possibilité de mettre en place Scrum sans avoir été embauché et vous pourrez toujours l'ajouter sur votre CV. Parce que le plus gros problème que je trouve les personnes qui sont sorties d'école ou en reconversion disent, c'est que ils demandent des Scrum Masters, mais ils veulent des Scrum Masters avec de l'expérience. Pourtant, il faut bien commencer quelque part. Et c'est le problème de, je dirais, toutes les sorties d'école. Et très souvent, il y a des endroits où vous pourrez finalement accéder facilement, entre guillemets, et mettre en place l'agilité et proposer. C'est-à-dire que moi, j'avais un étudiant, il a été assez malin, c'est que pendant sa dernière année, il a pris un sujet de la maîtrise sur l'application de Scrum dans les entreprises. Je ne me souviens pas exactement quel était tout le topic. Et il a fait le tour des PST, où il a posé des questions, il a appris, etc. Et il a défendu le topic, du moins, il défend en septembre, si je ne me trompe pas. Et il est revenu pour me dire que suite à ces topics, à la manière dont il a communiqué dessus, bien avant d'avoir fini, des entreprises l'ont contacté parce qu'il a été capable de montrer les résultats de ce qu'ils ont fait. Donc, ne vous fermez pas uniquement au fait que la première expérience est votre seule porte d'entrée. Les associations, les petits projets personnels que vous avez peuvent être des éléments qui sont utiles. Et surtout, je conseille très souvent, surtout quand on n'a pas d'expérience, de polish sur LinkedIn. Mettez sur LinkedIn tous ces projets-là qui vous serviront de vitrine pour montrer en fait ce que vous avez fait. Et là, c'est pour intéresser le recruteur, montrer vos expériences. La durée montrera qu'en fait, ça fait un certain moment que vous êtes dans le domaine et ça vous servira finalement à land ce premier job de Scrum Master, par exemple, si c'est ce que vous souhaitez faire. Donc, non, je trouve que c'est assez ouvert aujourd'hui. Ce n'est pas facile, c'est ouvert. Super, merci Fanny. Timebox expire dans 2 minutes, donc on va essayer de faire une dernière question. J'ai la question des Martial, elle est un peu compliquée, je vais essayer de la... En fait, tout à l'heure, on a répondu à une question dans laquelle on parlait des 2 parties de Sprint Planning, vous vous souvenez? Et donc, ici, il y a une petite confusion et Martial, il dit, mais un Product Owner connaît mieux le besoin du client et un seul Sprint Planning pour chaque sprint. En fait, il dit, sauf erreur de ma part, vous avez répondu à une question dans laquelle les participants demandaient si les product owners sont obligés d'être présents aux 2 plannings. Est-ce que la question serait par rapport au fait qu'il s'agisse d'un nouveau produit? Je ne sais pas si vous voyez. Oui, je me rappelle la question. Ouais, voilà, je te laisse. Ouais. Alors, 30 secondes. Que je vais relever. Déjà, Scrum parle accountable, donc rend compte, le product owner est comptable, c'est lui qui rend compte de façon ultime. Il peut déléguer sa responsabilité à d'autres personnes. Premier point. Ensuite, effectivement, dans le sprint planning, on a un seul sprint. Dans le sprint, on a un seul sprint planning, pas 2, donc ça c'est clair. Et puis, oui, en tant que product owner, le Scrum Master devrait participer au sprint planning, puisque Scrum parle de la Scrum Team et le product owner est membre de la Scrum Team. Oh, super, merci.
On va aller vers la fin. Donc, je vais repartager mon écran et on va juste montrer à tout le monde qu'en fait, chaque accountability, chaque responsabilité en Scrum a des parcours d'apprentissage qui sont clairs. Nous, en tant que PST, nous tous, nous aidons les personnes qui veulent suivre ces parcours à travers nos formations, coaching et tout ce qu'on peut faire pour eux. Notre but, c'est d'aider les personnes et les équipes à résoudre des problèmes complexes. Vous pouvez rester en contact, suivre Scrum.org dans LinkedIn, Twitter, Facebook, un peu partout, en fait, sur les social networks, sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas, prenez contact avec Fanny, Romuald et Alex sur LinkedIn si vous voulez. J'imagine que vous y êtes. Cool. Et donc, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à là. Et surtout, merci au Fantastic 3. Merci Fabio. Merci à tout le à toi monde. aussi, Fabio. Merci à tous pour vos questions. Parfait. À À bientôt. la prochaine. Au revoir. Bye tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.